Alors, bonjour tout le monde, chers collègues et amis, messieurs les directeurs des différentes institutions présents parmi nous. Merci d'être présents. On va essayer de commencer un cycle de conférences débat créé par le Collège de France. Comme vous le voyez, le premier, ça va être destiné à monsieur Claude Cohen-Tannoudji pour le refroidissement des atomes. Il a eu lieu ce matin à Beit el-Hikma, comme vous le voyez, pour horloge atomique et atomes ultra-froid. C'était destiné pour les spécialistes. Cet après-midi, on va faire une conférence grand public pour diffuser la culture scientifique dans notre pays. Et nous remercions tous les gens qui sont à l'origine de cette opération, en particulier M. John Chai, qui est professeur au Collège de France et qui a la chaire de l'histoire romaine, plus exactement, qui a initié cette opération pour qu'il y ait un cycle de conférences débat animé par les professeurs du Collège de France avec la contribution de l'Institut français de coopération. Donc il y aura tous les ans 2 professeurs, un des sciences pures, un des sciences humaines, qui viendront nous faire un cycle de conférences et puis nous aider à la contribution au développement des sciences et au développement de la culture scientifique dans notre pays. Merci. Donc, nous allons essayer de passer rapidement à la présentation de monsieur le professeur Claude Cohen-Tannoudji. Si vous permettez, je demanderai à tous les participants présents, si vous voulez, si vous avez un téléphone, d'éteindre le téléphone, s'il vous plaît. Merci. Alors, ces conférences débat, comme je disais, c'était à l'initiative du professeur John Chai, chaire d'histoire romaine, mais plus exactement de religion, institutions et sociétés de la Rome antique. Ce cycle de conférences sera aussi bien pour public spécialisé que grand public. La participation au développement de la culture scientifique et puis, très particulièrement, rendre visible la coopération qui s'est instaurée depuis de longue date entre nos collègues français et nous autres, une coopération qui nous a aidés à développer la recherche scientifique et qui est basée essentiellement sur l'amitié et sur une certaine confiance personnelle, confiance mutuelle. Cette collaboration qui date depuis très longtemps, nous devons la saluer et j'espère qu'elle continuera et qu'on renforcera cette amitié et cette coopération. Alors, Claude Cohen-Tannoudji, quelles sont les distinctions scientifiques qu'il a? Donc, vous voyez très rapidement, à l'âge de 30 ans, il était déjà prix Langevin de la Société française de physique, médaille d'argent du CNRS, médaille d'or du CNRS en 96, prix Nobel de physique en 97, membre de plusieurs académies des sciences, conférencier invité dans plusieurs universités les plus prestigieuses du monde, membre de la Société tunisienne de physique également, prix honoris causa de plusieurs universités. Cohen-Tannoudji, qui est le professeur Cohen-Tannoudji, je vais le résumer en 3 phrases. Étudier, apprendre et partager le savoir avec les autres. Donc c'était toujours quelqu'un derrière le savoir et derrière le partage du savoir. Ce message, c'était le message de son père, qui est un autodidacte. Donc c'était le message que lui a passé son père dès son enfance, et c'était donc apprendre le savoir et partager le savoir. Je dirais que ceci, c'est la base d'un chercheur. Alors, il a fait ses études primaires et secondaires en Algérie, né en Algérie. Après, brillamment, il est passé à l'école normale supérieure d'Ulm, à Paris. Il voulait faire des mathématiques. En première année, il a fait les mathématiques avec un professeur connu, le professeur Schwartz. Sa deuxième année, c'était des cours donnés par le professeur Kastler. La qualité du professeur Kastler, tant sur le plan scientifique que sur le plan pédagogique, ont laissé un impact très fort au niveau du professeur Cohen-Tannoudji, et il a choisi par la suite de faire physique. Qui est le professeur Kastler? Le professeur Kastler est également un prix Nobel de 66, et son prix Nobel, il l'a eu pour le laser et le pompage optique. Donc le professeur Claude Cohen-Tannoudji intègre le groupe du professeur Kastler. Alors ce groupe du professeur Kastler, il est un groupe où il y avait d'éminents scientifiques en physique atomique.
Les deux personnes clés de ce laboratoire, c'était le professeur Kassler lui-même et le professeur Brossel. Ces deux personnes étaient au laboratoire presque toute la journée, nuit et jour, y compris les week-ends. Donc ça, c'était l'ambiance dans laquelle se trouvait Claude Cohen-Tanuzzi au départ. Mieux encore, pendant qu'il préparait sa thèse au laboratoire, il recevait des cours de mécanique quantique de Messiaen, sur la résonance magnétique nucléaire par le professeur Abraham, physique nucléaire du Bloch. Mieux encore, il suivait des stages à l'école des Ouches, une école qui est très renommée pour la formation des chercheurs. Et alors, ces stages aux Ouches, c'était sur des stages relatifs à la physique moderne. Là encore, c'était d'éminents professeurs scientifiques dans tous les domaines, que ce soit physique atomique, physique nucléaire, physique statistique, etc. Donc vous connaissez ces différents noms, Schwinger, Ramsey, Uhlenbeck, Pauli, Abraham, Messiaen, Bloch, etc., pour ne citer que quelques-uns. Alors, en 1957, Claude Cohen-Tanuzzi termine l'école normale, il réussit à l'agrégation, et lorsqu'on fait la préparation à l'agrégation, il y a dans cette préparation des cours, des montages et des leçons. Et quand les étudiants sont appelés à faire des leçons. Quand ils font les leçons, il y avait un encadreur, il y a quelqu'un qui les encadre, qui les aide, etc. Cette personne, c'était encore le professeur Kassler. Donc, non seulement c'était en tant que directeur de recherche, mais également en tant que directeur pédagogique. Je dirais que le professeur Kassler était reconnu non seulement pour ses qualités scientifiques, mais surtout pour ses qualités humaines. Quand j'étais à Paris, ma première année, Kassler était venu visiter le laboratoire. Et la première des choses qu'il avait demandé, il m'avait demandé comment j'allais, comment allait ma famille. Il n'avait jamais demandé ce que je faisais, s'il y avait des difficultés. Ce qui comptait pour lui, est-ce que ça allait sur le plan personnel? Est-ce que les choses allaient sur le plan humain? En 57-59, Cohen-Tanuzzi fait son service militaire. Le service militaire était de 28 mois. Et pendant ce service militaire encore, il faisait de la physique. Cette physique, il la faisait avec le professeur Blamont. Et qu'est-ce que c'était comme physique? C'était l'étude de la haute atmosphère en essayant d'analyser le rayonnement de fluorescence des atomes de sodium excités par le soleil. Donc c'était encore une formation scientifique, dure, pure dure. Après le service militaire, il retourne au laboratoire de Kassler. Kassler, comme je vous disais, ses recherches, c'était pompage optique et laser. Donc, Cohen-Tanuzzi se met dans ce cadre-là. Alors, dès sa première année de thèse, c'était en 1960, il a mis en évidence un nouveau résultat, dès la première année. Il met en évidence ce premier résultat sur le plan théorique, et qui consistait à dire que ce qui l'intéresse en réalité, c'est l'atome. Et l'atome, il a une caractéristique, il a un moment cinétique. C'est comme une toupie. Et ce moment cinétique, contrairement au moment cinétique que nous connaissons dans la matière, au niveau de l'atome, il a des caractéristiques particulières. Sa projection sur un axe ne prend que certaines valeurs. Donc l'étude de l'atome et de ses caractéristiques se faisait par l'intermédiaire de l'interaction de ce moment avec un champ magnétique et les états dynamiques qui apparaissent, qu'on appelle les sous-niveaux Zeeman. Donc il a mis en évidence que ces sous-niveaux Zeeman se déplaçaient par l'effet du rayonnement. C'était un calcul théorique. C'était des premiers résultats et qui n'étaient pas encore à l'époque connus. Tout de suite après, il passe à la mise en évidence expérimentale de ces résultats. Et il met en évidence ce qui était prévu théoriquement. Donc, il confirme ces résultats expérimentaux. Et c'était, à l'époque, comme le produit était effectué par une lampe à décharge, Kassler l'avait appelé lamp shift. En fait, c'était en quelque sorte l'effet Stark. Donc, il n'était pas seulement théoricien, mais il était également expérimentateur. Il faisait ses propres expériences, il a développé de nouveaux dispositifs expérimentaux pour vérifier d'autres paramètres propres à l'atome, et en particulier la conservation des cohérences Zeeman durant le cycle de pompage optique. Il termine sa thèse en 62. À l'époque, j'étais partie en 68 en France, je me rappelle,
Les thèses, c'était une durée de 10 ans en moyenne. En 62, il a mis, je disais 2 ans, il a mis 3 ans pour avoir sa thèse. Il m'a corrigé ce matin. Donc vous voyez la qualité et la capacité scientifique de Claude Cohen-Tanouti. Donc ces capacités ne sont pas seulement en théorie, mais également en expérience. Il est nommé maître de conférence, puis professeur à la Faculté des sciences de Paris. Tout le monde qui a fait la faculté des sciences et la physique, essentiellement, ils connaissent les livres de mécanique quantique de Cohen-Tanouti, qui sont des livres de base utilisés non seulement par la population qui parle français, mais par la population internationale qui fait de la physique. En 1973, il est nommé au Collège de France. Il est resté à la tête de la chaire de physique atomique et moléculaire au Collège de France de 1973 à 2004. Et vous savez, la particularité de l'enseignement au Collège de France, c'est que chaque année, un professeur qui est nommé au Collège de France, chaque année, il doit donner un cours nouveau. Donc vous vous imaginez ce que ça signifie comme quantité de travail, comme labeur, pour apporter en permanence quelque chose de nouveau. C'est une recherche permanente. En 1997, il a eu le prix Nobel. Donc prix Nobel de physique. Et ce prix Nobel, c'était porté sur le développement de méthodes permettant de refroidir et d'enfermer des atomes avec de la lumière laser. Donc refroidir et piéger les atomes, les emprisonner. C'était l'apport sur lequel apportait le prix Nobel. Ce prix Nobel était partagé avec 2 autres personnes de l'université de Stanford, Chu et Phillips. Les 2 autres, leur contribution, c'était à l'échelle expérimentale, et Cohen-Tanouti, c'était sa contribution sur le plan théorique. Donc, ce qu'il a apporté sur le plan théorique, c'est qu'il a abordé l'interaction atome-rayonnement suivant un nouveau concept. Il a considéré que l'atome-rayonnement constitue un système isolé qu'il a appelé le modèle de l'atome habillé. C'est cet atome habillé qui a des énergies exactes, qu'il essaie d'analyser, et à partir de ce modèle, il a établi un certain nombre de résultats théoriques vérifiés expérimentalement. Il vous en parlera mieux que moi tout à l'heure. Alors, tout son intérêt a porté sur les atomes et le rayonnement. Or, nous savons très bien que toute chose dans la nature est formée d'atomes. Qui dit donc atome, dit l'univers, la nature, de l'extrêmement petit à l'extrêmement grand. Donc, il est en plein dedans, au-dedans de la nature, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Non seulement de la nature, mais nous savons que le rayonnement, c'est le langage des atomes. Un atome, si nous voulons interagir avec lui, nous lui envoyons un signal qu'il comprend, c'est-à-dire un rayonnement qu'il comprend. Et il répond par le même rayonnement, et c'est de cette façon-là qu'on arrive à dialoguer avec les atomes. Cohen-Tanouti, il fait parler les atomes, il comprend leur langage, et il est en plein dans ce monde atomique, en essayant de parler avec lui. Non seulement il fait parler les atomes, mais en plus maintenant, il arrive à les piéger, à les contrôler, à les emprisonner. Et cet emprisonnement, c'est pour en faire un monde nouveau, pour en faire des applications nouvelles qui sont particulièrement intéressantes, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan temporel. Donc, il vous en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup à Cohen-Tanouti d'être parmi nous. Nous vous remercions d'être parmi nous. Je dois signaler que Cohen-Tanouti, il est connu non seulement pour la partie scientifique, mais je dirais autant pour la partie humaine. Les qualités humaines de Cohen-Tanouti sont très particulières. Ce n'est pas parce qu'il est devant moi, mais en son absence, vous irez en n'importe quel point de la planète, dès que vous parlez de Cohen-Tanouti, la première chose qu'ils vous disent, oh, s'il est formidable, sur le plan humain. Ça, c'est la première des choses que j'entends dire par tous ceux qui connaissent Cohen-Tanouti. Alors, merci à Cohen de nouveau, merci au Collège de France, merci à l'Institut français de coopération de nous avoir donné cette opportunité, merci à vous tous d'être présents ici. Merci encore.
Donc pour encourager l'audience à poser des questions, puisque j'étais là ce matin. Donc deux questions, une très courte et plutôt scolaire entre guillemets, qui concerne le spin et la difficulté qu'on a comme enseignant de physique atomique à faire passer cette notion aux étudiants. Le spin Le spin, oui, qui est... Enfin, je voudrais au fond avoir votre description maintenant, avec tout le recul que vous avez. Comment est-ce que vous introduirez le spin aux étudiants, sachant que le calcul très simple qu'on fait dans le cours de physique atomique montre facilement que l'équivalent classique n'est pas bon, puisqu'on trouve une vitesse de rotation supérieure à la vitesse de la lumière. Mais même avec ça, c'est difficile de faire passer cette notion. La deuxième question, comme ça j'arrêterai, je voudrais avoir quelques commentaires de votre part sur les applications extraordinaires en théorie de l'information. Si vous pouvez commenter un petit peu là-dessus, en lien avec les atomes ultra-froids. Merci. Alors, la première question que vous posez est tout à fait justifiée. Je crois qu'il y a deux manières de procéder. Il faut présenter le spin comme une mission de faire dans notre ouvrage mécanique quantique, à partir des postulats très simples, matrice de Pauli, relation de commutation XY, mais ici, on ne répond pas à la question d'où vient le spin. Et la seule façon de le faire à ce moment-là, c'est évidemment par relativité. Il faut partir de la mécanique quantique relativiste, il faut partir de l'équation de Dirac. Donc, si on a suffisamment de temps dans le cours de mécanique quantique pour aborder l'équation de Dirac, on peut à ce moment-là introduire le spin de manière moins parachutée que ce qu'on fait d'habitude dans les cours de mécanique quantique. Donc, je crois qu'il faut le faire à deux niveaux. Je crois qu'il serait maladroit d'essayer d'emblée d'introduire la théorie des champs la mécanique quantique relativiste pour introduire le spin. On peut introduire le spin de manière très simple avec les matrices de Pauli. Et puis, un exemple d'opérateur, grandeur vide représentée par Sx, Sy, Z, avec deux valeurs propres, plus ou moins par sur 2, et continuer de cette manière. C'est d'ailleurs comme ça que ça a été découvert par Pauli, qui a introduit des matrices qui portent son nom. Et puis ensuite, une fois qu'on a acquis un peu plus de bouteilles, on peut à ce moment-là partir de l'équation de Dirac et regarder la limite non relativiste de l'équation de Dirac et retrouver le spin et les matrices de Pauli comme limite non relativiste d'une équation relativiste. Alors, la deuxième question, c'était... Alors, l'information quantique, c'est aussi un des domaines qui, avec la condensation potentielle, est un des domaines les plus actifs et qui remue le plus en ce moment. C'est un champ de recherche qui utilise ce qu'on appelle les corrélations quantiques, entre particules, les corrélations quantiques non séparables. Vous savez tous que quand deux spins, un demi, interagissent, par exemple si on parle d'un spin haut, un spin vers le bas, et qu'on met une interaction entre les deux, au bout d'un certain moment, on va être dans un état qui va être 1 sur racine de 2, 1 plus 2 moins, plus 1 moins de plus. Et un état de ce type ne peut pas être mis sous la forme d'un produit d'un état du spin 1 par un état du spin 2. C'est ce qu'on appelle maintenant en physique un état intriqué, en anglais entangled state. C'est un état qui n'est pas un produit. Et à ce moment-là, on peut plus représenter deux systèmes séparés. Ils forment un tout et ça donne naissance à des comportements bizarres, difficiles à comprendre classiquement, qui ont été à l'origine de l'article d'Einstein, Podolsky, Rosen en 1934 pour essayer de prétendre que la mécanique quantique était incomplète, qu'il manquait des variables cachées auxquelles on n'avait pas accès. Et ça a été le grand mérite de John Bell, qui malheureusement est mort vivant, qui a montré que si on supposait qu'il y avait des variables cachées locales, à ce moment-là, les prédictions de la mécanique quantique et les prédictions de ces variables cachées locales seraient différentes. Et l'expérience, en particulier celle qui a été réalisée par un collègue à l'ASP, a montré que la mécanique quantique avait raison. Donc il y a des corrélations quantiques non séparables qu'on ne peut pas comprendre classiquement. Alors ça a paru pendant très longtemps un handicap de la mécanique quantique, quelque chose qui est difficile pour notre intuition. Il faut s'y habituer. Mais ce qui est remarquable, c'est que maintenant cet handicap est tourné en un avantage. Et qu'on peut utiliser ces corrélations quantiques mystérieuses, difficiles à comprendre, classiquement, on peut les utiliser pour traiter l'information, pour la transmettre de manière secrète et pour la traiter, pour faire du calcul avec. Et il y a énormément d'argent, de travaux qui sont consacrés à ces applications, à ces études, parce qu'il est bien évident que la technologie de l'information classique habituelle, avec des bits classiques, atteint ses limites. Et il est certain que dans 20, 30, 40 ans, les ordinateurs seront obligés d'utiliser des nouvelles technologies. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent qui sont mis par les compagnies pour développer l'information quantique. Je pense qu'on n'est encore pas
je me trompe peut-être, mais on est encore loin de l'ordinateur quantique parce que ces superpositions d'états macroscopiques deviennent de plus en plus fragiles à cause de ce qu'on appelle les phénomènes de décohérence, et garder le système de 20 bits quantiques corrélés sans qu'ils soient brouillés par l'environnement devient de plus en plus difficile. Par contre, je pense que ce type de recherche va nous permettre de mieux comprendre la mécanique quantique et va permettre de faire des progrès significatifs dans cette direction, et que peut-être il y aura des applications auxquelles on ne pense pas maintenant qui vont sortir. Alors, ce que je vous suggère, je suggère à M. Schein ici, j'ai un des collègues, un de mes anciens élèves, mon premier élève, en fait, Serge Roche, qui est certaine avec moi, et lui maintenant lui-même professeur au Collège de France, et il fait un cours d'information quantique, qui est d'ailleurs disponible sur Internet, si vous voulez. Et vous pouvez l'inviter pour faire une ou deux conférences sur l'information quantique, qui est un domaine extrêmement actif. Il y a énormément de groupes qui travaillent sur ça. Donc je ne peux pas vous répondre maintenant parce que ça fait 5 ans qu'il fait un cours là-dessus, ça fait 5 années de cours au Collège de France, et loin d'avoir fini. S'il vous plaît, deux questions. Donc, la première concerne donc, la condensation Bose-Einstein. Si on arrive à des distances très faibles, le caractère fermionique commence à se manifester. Parce que, bon, c'est des distances très faibles entre toi et toi. Entre les deux, par exemple, les deux atomes de la Terre. Les deux atomes avec de speed, disons, c'est un fermion qui à part, mais lorsque c'est ensemble, c'est un boson, mais lorsque vous prenez donc des distances de plus en plus faibles, le caractère fermionique commence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à une condensation Bose-Einstein pure, du fait du caractère composite de la... Ça, c'est la première question. La deuxième question, bon, on sait que dans ce livre, donc, vous avez donc les paires de Cooper, mais vous avez aussi des excitants. Est-ce qu'il est possible de penser aussi à avoir des trous oui, bien sûr, au niveau de l'atome? Il y a beaucoup de travaux théoriques actuellement sur les excitations élémentaires, sur les défauts, sur qu'est-ce qui peut limiter la durée de vie de ces paires. Donc ça, c'est un sujet très facile. Là, je vous ai parlé un peu de système idéaux, mais il y a beaucoup de travaux théoriques expérimentaux pour essayer d'étudier les limites de cette description. Merci. Pour moi, j'étais un peu étudiant de l'année précédente. Est-ce qu'on peut, avec vos théories, unifier les lois de la physique de l'infiniment petit à l'infiniment grand, afin de trouver une théorie quantique de la gravité? Est-ce qu'on peut... Oui. Alors là, vous me posez une question sur un domaine complètement différent. En physique atomique, en optique, nous travaillons dans le domaine de l'électron-vol. On n'est pas dans des énergies très élevées. Alors évidemment, il y a un autre champ de la physique qui est très actif, aussi très important en ce moment, c'est comment réconcilier la physique quantique et la relativité générale. Parce que ces deux théories sont pour l'instant incompatibles. Alors il y a toute une série de nouvelles approches qui sont en train d'être développées, certaines suscitant beaucoup d'espoir, comme ce qu'on appelle la théorie des cordes, où les particules de la physique élémentaire ne sont plus des points, mais des objets à une dimension ou à deux dimensions, des cordes et des surfaces, et où on essaye de construire un modèle cohérent. Alors, ça a déjà produit toute une série de résultats théoriques importants, où on arrive à unifier ce type d'interaction, mais toutes les prédictions de ces modèles, aucune n'a pu être encore soumise au test de l'expérience. Donc, pour l'instant, ce sont encore des spéculations purement théoriques. Il reste encore à trouver des possibilités expérimentales pour vérifier si ce modèle est conforme à la réalité ou non. Vous savez qu'en physique, on peut construire beaucoup de modèles, mais le seul juge, c'est l'expérience. On peut construire des théories, il faut ensuite les soumettre au test de l'expérience. Alors, nous avons aussi au Collège de France, depuis 2 ans, 3 ans, l'instigateur de la théorie des cordes, qui est Gabriele Vellettiano, qui lui aussi fait donc un cours sur la cosmologie, gravitation, et qui est un des spécialistes aussi de ce domaine, qui pourrait parler, je crois, avec beaucoup plus de compétences que moi, sur les espoirs qu'on a dans cette unification de toutes les interactions. Une dernière question, s'il vous plaît. Dans le même sens que mon collègue, j'ai lu
le livre de tome 1 de mécanique quantique, j'ai remarqué que, tome 1, mécanique quantique, j'ai remarqué que tout est mathématique, de A jusqu'à Z. Pourquoi la physique, pourquoi on ne fait pas l'introduction de toute la physique dès le début par la mathématique pour aboutir à une seule théorie unificatrice, dans le même sens. Je comprends bien votre question, c'est pourquoi on prend une approche trop mathématique pour introduire la mécanique quantique. Tout le début. Par exemple, le temps, mathématiquement, c'est quoi? Variable temps, variable espace, deux variables différentes. On n'a pas dans la mathématique, toujours on a dans un seul espace. Pourquoi on ne dit pas le temps aussi? Par exemple, pour aboutir à la vitesse mathématique, par exemple. Et tous les autres variables mathématiques. Là encore, je vais m'en tirer un peu par une pirouette. C'est que quand on commence la mécanique quantique, il n'est pas question de faire la théorie des champs. Donc on est obligé de faire de la théorie quantique non relativiste, à la limite non relativiste, où on essaie de se rapprocher le plus possible de la mécanique classique et de montrer ce qu'il y a de nouveau dans la mécanique quantique. Alors effectivement, quand on fait une théorie beaucoup plus élaborée, une théorie des champs, à ce moment-là, x, y, z, t n'apparaît plus comme des variables, mais comme un paramètre. Et à chaque point de l'espace-temps, x, y, z, t, il y a un champ. Et c'est ce champ qu'on quantifie par la suite. Donc là, on a un traitement beaucoup plus symétrique où le temps et l'espace sont englobés dans sont considérés au même niveau. Mais ça me paraît difficile de commencer avec un étudiant en licence, de commencer un cours par la théorie quantique des champs. C'est un peu plus relativiste des champs. C'est un peu difficile. On n'a pas résolu le problème de temps. On n'a pas résolu le problème de temps. Est-ce que c'est une variable? Est-ce que c'est un tenseur? Est-ce que c'est un opérateur? Elle n'a pas résolu aussi. Pourquoi on ne fait pas l'introduction dès le début? Einstein a dit c'est une constante, c'est une vitesse, c'est l'unité de la lumière. Pourquoi il n'y a pas une notion de vitesse mathématique et qu'on trouve une formule pour qu'elle soit limitée dans notre espace, par exemple? Dans l'absolu, vous avez raison, il faudrait commencer par une théorie où les postulats de la relativité restreinte soient là dès le début. Mais ça serait trop difficile. On ne peut pas commencer comme ça. On peut arriver, une fois qu'on s'est familiarisé avec la mécanique quantique, il faut y aller progressivement. Maintenant, on peut faire une théorie quantique relativiste et puis essayer de présenter quelque chose de beaucoup plus satisfaisant sur le plan conceptuel. Il y a même dans les théories actuelles, dans les théories des cordes, on arrive même à l'idée que l'espace va être quantifié, qu'il va falloir introduire un quantum spatial, un quantum temporel, et là encore, c'est au niveau purement spéculatif. Donc là, vous touchez vraiment aux frontières de la connaissance, et là encore, il manque cruellement d'expérience pour essayer de différencier les différents modèles qui sont proposés. C'est une piste. Quand même, c'est une piste pour avoir toutes les solutions, la résolution des limites qu'on trouve. On a beaucoup de questions quand même dans le physique. Oui. Donc vous avez raison de poser ces questions, mais ce serait trop difficile de les aborder, comme vous dites, dans un tome 1 de mécanique quantique. À mon avis, complètement irréel. Bien, nous devons remercier monsieur... Ah, pardon. Une dernière alors. Pas trop long, s'il vous plaît. Oui, justement une question sur l'expérience de la condensation. Quel est le nombre d'atomes qu'on utilise dans un gaz, par exemple, pour faire de la condensation? Alors, on part d'un piège d'atomes froids contenant à peu près, je dirais, 100 millions d'atomes. On arrête les faisceaux laser, on transfère les atomes dans un piège purement magnétique, où ils sont à peu près 10 millions, et à ce moment-là, pour descendre la température, je n'ai pas eu le temps d'exploser, mais pour descendre la température encore plus bas, pour atteindre la condensation de Bose-Einstein, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas été possible d'obtenir la condensation purement radioactive, purement avec des faisceaux laser. On est obligé d'ajouter, après le refroidissement laser, ce qu'on appelle l'évaporation. Et l'idée est très simple, très simple, j'aurais pu l'exposer. On a des particules dans un puits, elles rentrent en collision, deux particules rentrent en collision. Après la collision, l'une d'entre elles a acquis une énergie suffisante pour s'échapper du piège. Celle qui reste a une énergie beaucoup plus basse, bien sûr, à cause de la conservation de l'énergie. Et quand elles se rééquilibrent avec les autres, la température de l'ensemble diminue.
c'est exactement ce qu'on fait quand on souffle sur son test de café pour évacuer les molécules chaudes et celles qui restent sont plus froides. Donc on fait de l'évaporation, et cette évaporation, on perd des atomes, bien sûr. Et on arrive à faire des condensats maintenant où il y a entre 10 000 et 1 million d'atomes condensés. Donc ces objets que j'ai décrits, c'est des objets qui contiennent 1 million d'atomes, tous dans le même état quantique. Voilà l'ordre de grandeur. En plus, j'ai une question sur le mouvement des atomes dans un condensat. Le mouvement des atomes dans un condensat, c'est un mouvement rectiligne, c'est un mouvement de rotation, c'est quoi comme mouvement? Alors, très bonne question. Dans l'état fondamental, quand le condensat est dans son état calme, tous les atomes sont dans l'état fondamental de l'état harmonique, c'est-à-dire qu'ils ont une fonction d'onde et une gaussienne. D'accord? Il faut tenir compte aussi qu'il y a un peu des interactions. Et aussi, alors ce qu'on a essayé tout de suite de faire, les gens, c'est de bouger un peu ce condensat, il se met à vibrer comme une gelée. Et on a pu mesurer les fréquences de vibration, les modes propres de vibration d'un condensat. Et on a pu vérifier les fréquences propres de vibration avec ce qu'on appelle théoriquement. Alors, ce qui est amusant, c'est que l'équation de la dynamique du condensat, ça rappelle beaucoup l'équation de Schrödinger. C'est-à-dire que la fonction d'onde macroscopique évolue IF bar de psi sur dt égale, etc. Mais il y a en plus un terme non linéaire, parce que chaque atome interagit avec le champ moyen des autres. Donc l'interaction atome-atome conduit à ajouter dans l'équation de Schrödinger un terme non linéaire qui décrit l'interaction de champ moyen entre chaque atome et l'effet moyen de tous les autres. C'est une équation qu'on appelle l'équation de Gross-Pitayevsky. Ils sont deux élèves de l'équipe de Landau. Et cette équation est remarquable parce qu'elle explique tous les phénomènes qu'on peut observer. On a pu calculer à partir de cette équation toutes les propriétés de la dynamique des condensats. De répondre en particulier à la question que vous posez, comment les atomes bougent dans un condensat. Merci. Non, c'est vraiment la dernière. C'est vraiment la dernière parce que c'était un des premiers étudiants en mécanique quantique. Voilà. Juste, je peux poser la question, est-ce que l'état super solide, est-ce qu'il existe? L'état super solide. Vous dites les condensats solides? Oui. Alors ça, je sais que Sébastien Balibar a fait des séminaires à l'école normale sur les condensats solides, sur la possibilité d'une condensation à l'état solide, mais là je ne suis vraiment pas assez compétent pour répondre à votre question. Il est venu, je crois, Sébastien, il est venu faire une conférence, là aussi, bon, il n'est pas encore les deux formes, mais bon, il avait fait une conférence sur les condensats solides, je sais qu'il y a beaucoup d'excitation là-dessus en ce moment. Je ne sais pas répondre à votre question. Merci. Bien, nous remercions M. Cohen-Tannoutli pour cette conférence, pour être parmi nous. Nous remercions l'IFC pour nous avoir donné cette opportunité. Merci M. John Child pour cette initiative et pour nous aider à développer la diffusion de la culture scientifique. Merci à vous tous d'être ici. Alors, nous sommes heureux de reprendre dans quelque temps cette conférence. Madame la directrice de la bibliothèque vous invite à un pot à la sortie. Donc, nous applaudissons les conférenciers.